21. C'est le nombre de points qui sépare Francesco Bagnaia, leader du championnat, de Jorge Martin en arrivant à Valence pour l'ultime manche du championnat sur le circuit Ricardo Tormo. Théâtre d'une fin de saison intense où le titre s'y joue pour la deuxième année consécutive, c'est une première dans l'histoire du MotoGP. Et pour avoir toutes les informations concernant ce Grand Prix, ce tracé et les deux principaux protagonistes du week-end, quoi de mieux qu'un nouvel épisode des Essentiels. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Ça fait un peu longtemps qu'on ne s'est pas retrouvé sur YouTube. Effectivement, comme je vous avais dit, le mois d'octobre était consacré au montage de mon reportage sur Stéphane Paulus qui devrait sortir prochainement. Et pour d'autres raisons, je n'ai pas pu faire de vidéo avant. Mais pour la dernière manche du championnat, il fallait obligatoirement faire un épisode des Essentiels et un peu particulier celui-ci, puisque nous allons bien sûr revenir sur le tracé, sur son histoire, mais nous allons aussi parler un petit peu de Francesco Bagnaia et de Jorge Martin qui se préparent pour un gros week-end mentalement surtout. Et sans plus attendre, on va commencer avec les caractéristiques du circuit de Ricardo Tormo. Situé sur la côte est espagnole, dans la banlieue de Valence et plus précisément dans la petite commune de Cheste, le circuit mesure 4 km 01 mètres. Il est composé de 14 virages, dont 9 à gauche et 5 à droite. Donc automatiquement, le pneu est asymétrique et est renforcé sur son flanc gauche, d'autant plus que les 3 premiers virages tournent à gauche. Sa plus longue ligne droite mesure 876 mètres et il tourne d'ailleurs dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. On n'en a pas beaucoup sur le calendrier. C'est un circuit technique, relativement petit et qui fait passer aussi beaucoup de temps sur l'angle pour les pilotes. Information importante pour cette année, il a été resurfacé dans son entièreté. C'est la deuxième fois que ça arrive depuis sa construction. La première, c'était en 2012. Effectivement, les pilotes se plaignaient du manque d'adhérence progressif, bien qu'ils sont beaucoup à aimer ce circuit. Et sur les virages 1 et les virages 14, on est allé encore plus loin, même que nous avons changé les vibreurs. Bref, un nouvel asphalte pour accueillir au mieux cette grande finale. La particularité du circuit de Valence est qu'il a été construit comme un stade. Les gradins, les tribunes sont situés autour du tracé, permettant au public de ne rien louper de la course, puisque peu importe où ils sont, ils voient tout. Il faut dire aussi que Valence a reçu plusieurs fois des prix pour le meilleur organisateur d'événements, notamment en 2003, en 2004 et en 2006 pour MotoGP, et ils en ont aussi reçu pour le World Superbike. Alors est-ce que pour le 26e Grand Prix organisé sur son tracé, elle en recevra un autre? C'est une question à se poser et les pilotes auront forcément un rôle à jouer dedans. Ils auront 13 tours en sprint et 27 tours le lendemain en Grand Prix pour faire de cette dernière course de l'année un spectacle. Mais on peut aussi compter sur Pecco et Martin à ce niveau-là. Et d'ailleurs, est-ce que vous saviez que c'est la 6e fois que le titre se joue sur le circuit de Valence depuis son arrivée au calendrier en 1999? Le projet du circuit de Valence remonte à quelques temps. Au début des années 70, en fait, il y avait beaucoup de pilotes qui étaient issus de cette région, mais ils n'avaient pas de grands circuits à côté. Cette idée est poussée par un local, notamment Ricardo Tormo, qui est champion du monde en 50 cm3 en 1978 et en 1981. Il est soutenu par Jorge Martinez, donc Aspar, et la Fédération espagnole de motocyclisme, et Tormo devient même le conseiller technique du projet. Les travaux débutent en 1989 et s'arrêtent aussitôt. Avec la crise économique qui frappe l'Espagne et des découvertes sur le chantier, ça stagne et ça n'avance pas, et ça pendant plusieurs années. Bien que des motards manifestent pour reprendre la construction de ce circuit, il faut attendre un changement de gouvernement, et là, ça va un peu plus vite. En moins d'un an, le circuit est sorti de terre grâce à des centaines d'ouvriers, et il est inauguré le 19 septembre 1999. Mais malheureusement, quelques mois plus tôt, Ricardo Tormo, qui est un pilier du projet, est décédé des suites d'une leucémie. Et de façon naturelle et à la demande de certaines personnes, le circuit prend son nom pour lui rendre hommage. Depuis, Valence est devenu un endroit emblématique pour les sports mécaniques, et en particulier pour un Français. L'année de son ouverture, il accueille le championnat, donc en 1999, mais pas pour clôturer la saison, ça arrive plus tard au fur et à mesure des années. C'est donc un nouveau tracé pour tout le monde, il n'y a pas de repères, très peu d'informations, et celui qui tire son épingle dans ce jeu-là, c'est Régis Laconi.
Après beaucoup de travail en essai avec sa Yamaha YZR 500, la moto est parfaitement réglée et il signe la pole position. Mais le lendemain, un orage s'abat sur le tracé en début d'après-midi, donc changement de stratégie. Sur la grille, quelques instants avant le départ, le 55 fait le pari de partir en pneu slick à l'arrière, sachant que la grande majorité de la grille est en intermédiaire, parce que la piste est encore mouillée. Seuls quelques pilotes changent aussi, et particularité, il est en intermédiaire à l'avant et en slick à l'arrière. Aujourd'hui, ça se fait plus trop. Ce qui s'avère être gagnant, puisque du début à la fin de la course, Régis Laconi est premier et remporte son premier Grand Prix en catégorie reine avec 3,4 secondes d'avance sur Kenny Robert Jr. C'était le premier Français depuis Sarron en 1985 et on a dû attendre jusqu'en 2020 avec Fabio Quartararo pour revoir la France sur la plus haute marche du podium. Je vous recommande d'aller écouter et voir le podcast de la boîte à gants où Régis Laconi revient sur cette victoire et sur toute sa carrière. C'est à partir de 2002 que le circuit Ricardo Tormo accueille la dernière course des saisons MotoGP, sauf en 2020, contexte Covid-19, qui nous avait manqué. Ce qui nous permet de vivre des moments forts en émotion sur ce tracé, notamment l'arrêt de carrière de certains pilotes avec Dani Pedrosa en 2018 ou encore, bien sûr, plus récemment, Valentino Rossi en 2021. Cette année, ce ne sera pas une retraite, mais ce sera surtout la dernière course de Marc Marquez avec Honda, de quoi lâcher une petite larme, même si Marquez a dit en conférence de presse ce jeudi qu'il s'agit plus de la fin d'une ère et qu'on ne sait pas, ça se trouve, il pourra retourner avec Honda. Et comme je vous le disais plus tôt, il y a aussi d'autres titres qui se sont joués ici, notamment en 2006 entre Rossi et Nicky Hayden. L'Italien était arrivé avec 8 points d'avance sur l'Américain, mais en chutant lors du Grand Prix et avec les points de la 13e place, le titre est revenu à Nicky Hayden qui était monté lui sur la 3e marche du podium. Il y a aussi eu 2013 où Marquez a remporté son premier titre de champion du monde dans la catégorie reine face à Jorge Lorenzo. Puis 2015 où cette fois-ci Lorenzo est titré, rappelez-vous, c'était après l'épisode de Sepang. En 2017, Marquez est venu étoffer un peu plus son palmarès et bien sûr l'année dernière, Francesco Bagnaia a été sacré champion du monde MotoGP pour la première fois face à Fabio Quartararo. Et l'Italien se retrouve dans une situation similaire cette saison, mais c'est un peu différent quand même. Il était arrivé avec 23 points d'avance sur Fabio Quartararo l'année dernière, et cette saison, il a 21 points de plus que Jorge Martin, mais les sprints sont venus s'ajouter à ça. Et pour être titré dès samedi, Francesco Bagnaia doit marquer 4 points de plus que Jorge Martin. Si Francesco Bagnaia remporte cette sprint, Martin doit faire 3e ou moins bien pour que l'Italien soit sacré champion du monde. Ou Pecco peut terminer en 4e position si Martin fait 8e ou moins bien. Mais Jorge Martin, c'est le roi des sprints. Ça rime. C'est peut-être pour ça d'ailleurs. Bref, et sur les 7 dernières sprints, il en a remporté 6. Donc il y a de quoi repousser le titre de Pecco. Pour lui, les exemples sont un peu plus compliqués à expliquer, mais le calcul est simple, il doit marquer 22 points de plus que Francesco Bagnaia sur la totalité du week-end. C'est bien plus simple à dire qu'à faire, bien sûr. Notamment quand la pression monte de plus en plus, même si c'est un circuit sur lequel il réussit plutôt pas mal ces dernières années en signant la pole position et en montant sur le podium. Le pilote Pramac Ducati n'a pas d'autre choix que d'attaquer, que de pousser. De toute façon, il l'a dit en conférence de presse, il n'a plus rien à perdre. Mathématiquement, tout est possible, même si un tel retournement de situation n'est pas encore arrivé dans l'histoire du MotoGP. Imaginons que Martin remporte la sprint comme il le fait depuis ces derniers temps et que Pecco tombe, malheureusement, eh bien ça fait 9 points d'écart. On peut comparer alors à 2006, où alors certes il y avait 1 point de moins pour Hayden, mais tout est possible. Alors aujourd'hui, Francesco Bagnaia a l'expérience de l'année dernière, il gère mieux la pression, quoi qu'on en dise. Néanmoins, cet affrontement est bien plus intense que l'année passée avec Fabio Quartararo. Forcément, les pilotes ont la même moto, ils ont accès chacun à leurs données, ils ont tous les deux fait des erreurs, mais aussi ce sont les plus rapides. La pression de l'enjeu sera plus facile à gérer pour Pecco puisqu'il la connaît déjà. L'Italien part avec 2 gros avantages quand même par rapport à son concurrent, mais l'a dit aussi en conférence de presse ce jeudi, il va attaquer et tout faire pour remporter son titre le samedi, alors qu'il pourrait se la jouer un peu cool et se dire qu'il assure seulement les points.
Et avant de terminer ce dernier épisode de l'année des essentiels, bien évidemment, nous allons passer aux statistiques. Le constructeur avec le plus de victoires sur le circuit Ricardo Tormo, c'est Honda avec 10, et pas Ducati, ils n'en ont que 2 pour l'instant. Concernant les pilotes, il n'y en a pas un, mais 2, avec Dani Pedrosa et Jorge Lorenzo, 4 chacun. Bon, en réalité, c'est quand même Dani Pedrosa qui en a le plus, puisqu'il en a 7 au total, avec 2 en 250 cm3 et une en 125 cm3. Et une statistique un peu différente de ce qu'on a l'habitude de voir dans les essentiels, si Fabio Di Giannantonio ne remporte pas le Grand Prix ce dimanche, ce sera la première année depuis 1949, année de création du championnat au passage, qu'un pilote n'a pas remporté 2 Grands Prix consécutifs sur la saison. Et on termine avec les records du Tour. En Moto 3, il est de 1 minute 38 secondes et 286 millièmes, c'est Darryn Binder qui l'avait réalisé en 2020. Et au passage, Romain Masia a été titré champion du monde ce week-end au Qatar. En Moto 2, c'est Alonso Lopez qui détient le record du Tour en 1 minute 33 secondes et 314 millièmes. Il a été réalisé en 2022. Et vous l'avez vu aussi, le champion du monde dans la catégorie intermédiaire, c'est Pedro Acosta. Et enfin, en MotoGP, c'est Jorge Lorenzo qui le détient toujours. Il date de 2016, ce record. Et il est en 1 minute 29 secondes et 401 millièmes. Voilà, c'était le dernier épisode des essentiels de l'année. N'oubliez pas, ce week-end, le Grand Prix est à 15h, tout comme la sprint. C'est par rapport aux horaires de la F1, pour pas que ça fasse doublon. Mais bon, vu que le Grand Prix de F1 dure 1h30, oh, ça fera quand même doublon, mais c'est pas grave. Et on se retrouve prochainement dans une nouvelle vidéo, mais aussi lundi avec les pistonnés pour revenir sur le dernier Grand Prix de la saison 2023. Mais avant, j'ai une dernière question, il faut absolument me répondre dans les commentaires, c'est assez important. Plutôt Team Pecco ou Team Martin ?